Et sans plus tarder, je passe la parole à Sylvain Moreau de l'INSEE. Sylvain, c'est à vous. Merci beaucoup, Alexandre. Je vais démarrer le diaporama. Comme Alexandre m'a présenté, je suis Sylvain Moreau. Je suis chef de projet au service études et diffusion de l'INSEE Grand Est. M'accompagnent deux collègues, Thibaut Martini, qui est chargé d'études dans le même service, et Yves Friedel, adjoint au chef de service de l'INSEE Grand Est. Donc, la présentation qui va suivre est une synthèse de plusieurs travaux que nous avons menés sur les travailleurs frontaliers, d'une part, et sur les territoires frontaliers, deux termes que nous définirons plus précisément dans la suite de la présentation. Donc, comme je le disais, l'analyse de l'influence frontalière a fait l'objet de deux études en partenariat avec l'OREF sur le travail frontalier. Elles sont disponibles pour la première sur INSEE.fr et très bientôt pour la deuxième. Elles ont toutes les deux une source commune, hein, c'est le recensement de la population de l'INSEE. Plus précisément, c'est l'exploitation complémentaire qui nous a servi de base. Alors, j'attire d'ores et déjà votre attention sur le fait que les niveaux et les évolutions que l'on va trouver ici pour les travailleurs frontaliers du Grand Est en direction des pays frontaliers va être un petit peu différent des niveaux et évolutions que vous pourrez voir dans d'autres présentations. Ça tient à la source elle-même, hein, qui va être différente de données administratives sur lesquelles s'appuient ces niveaux. Par exemple, si on s'intéresse au travail frontalier vers le Luxembourg, on s'aperçoit qu'on a une sous-estimation, enfin, on a des écarts entre le RP et l'IGSS. Donc, je disais qu'il y a des différences de niveau entre le recensement de la population de l'IGSS qui sont de l'ordre de 10 000, qui peuvent s'expliquer par le champ étudié. En effet, l'IGSS comptabilise les assurés sociaux, alors que l'ERP est une source déclarative qui comptabilise, elle, les navetteurs. Et par exemple, le nombre de détachés qui fait partie de l'une ne fera pas forcément partie de l'autre. Donc, je disais qu'on a donc deux volets dans ce partenariat avec l'OREF. Un premier volet qui porte davantage sur les travailleurs frontaliers, c'est-à-dire qui vont étudier certaines caractéristiques telles que les effectifs, les lieux de résidence dans ce secteur d'activité et apprécier ces caractéristiques en évolution sur une échelle de 10 ans. Et puis un deuxième volet qui s'intéresse davantage au territoire frontalier, plus précisément au tissu économique de ces territoires et ces transformations au cours de la dernière décennie. Alors, s'agissant des premiers résultats sur les individus, les travailleurs frontaliers, c'est une étude donc qui est parue en 2022, qui a été réalisée par ma collègue Sophie Guillaume et Thibaut Martini qui sont présents. Alors, en termes de données de cadrage, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le Grand Est est la région de résidence de 42% des frontaliers de France métropolitaine, avec 183 000 frontaliers en 2018. Alors, en 2018, parmi les 183 000 travailleurs frontaliers, 182 000 travaillent dans un des 4 pays voisins, c'est-à-dire l'essentiel. La moitié a un emploi au Luxembourg, un peu plus de 86 000 donc. 1 sur 4 exerce en Allemagne, un peu plus de 48 000. 1 sur 5 en Suisse, un peu plus de 39 000. Et moins de 5% en Belgique, environ 8 200. Donc, les données qui sont présentées ici sont celles de la publication et portent sur le millésime du RP 2018. Les mêmes chiffres sur le RP 2019 varient relativement peu. Et le dernier élément qu'on peut présenter en termes de cadrage et qu'on peut voir sur la carte ci-contre, c'est que les frontaliers résident principalement dans les zones d'emploi limitrophes de ces pays, avec donc une part des frontaliers qui est d'autant plus proche que l'on est à proximité de la frontière des pays respectifs. Alors, dans le sens inverse, combien y a-t-il de frontaliers du Grand Est vers un des pays voisins? Eh bien, très peu, environ 2500 pour être précis. Cette estimation, elle est basée sur la source tout salarié, donc il y a une source administrative qui correspond des déclarations des employeurs du secteur privé, du secteur public et des particuliers employeurs. Alors, en termes de pays, parmi ces 2500, 1500
habitent en Allemagne, 600 en Belgique, et très peu finalement viennent du Luxembourg, hein, et de Suisse, 300 et 100 respectivement. Alors, comme on le disait précédemment, ces statistiques proviennent de la base tous salariés avec quelques limites qui tient en fait à la précision du lieu de résidence tel qu'il est déclaré dans ses sources administratives et qui potentiellement correspond à des lieux de résidence qui peuvent être très éloignés. Quelle évolution a-t-on sur les 2 dernières décennies? Donc ici, on a représenté les évolutions entre le millésime 1999 du recensement et le millésime 2018. Le constat est une forte augmentation du nombre de frontaliers au cours de ces 2 dernières décennies, de l'ordre de 50 000, puisqu'on passe de 131 500 en 1999 à 182 200 en 2018. Ça représente une hausse de 1,7% par an en moyenne. Alors, pays par pays, en direction du Luxembourg, on a une très forte augmentation, puisque l'on passe de 36 100 frontaliers, travailleurs frontaliers à 86 500 en 2018, soit une augmentation de 4,7% par an, avec une progression qui faiblit très légèrement au cours des dernières années et qui reste supérieure à 4% entre 2013 et 2018. Vers la Suisse, on a une hausse également du nombre de travailleurs frontaliers, mais plus modérée, puisqu'on passe de 32 500 travailleurs frontaliers à 39 400, sur une hausse de 1% par an, avec un rythme qui, cette fois-ci, est légèrement plus élevé depuis 2008, puisqu'on est entre plus 1,3% par an, plus 1,4% par an. S'agissant des flux vers l'Allemagne, là, on a une baisse entre 99 et 2018, on perd près de 10 000 emplois, en passant de 58 400 travailleurs frontaliers à 48 200. On note toutefois un léger regain sur la période récente, c'est-à-dire depuis 2013, mais qui ne concerne que le Bade-Württemberg, tandis que le nombre de travailleurs frontaliers continue de reculer vers la Sarre et autour de Karlsruhe. Enfin, s'agissant de la Belgique, les travailleurs frontaliers sont presque 2 fois plus nombreux en 2018 qu'ils ne l'étaient en 1999, puisqu'ils sont passés de 4 500 à 8 200. Soit une croissance moyenne de 3,2% par an, à tempérer puisqu'il y a une contraction qui s'opère à partir de 2013 de l'ordre de 0,5% par an. Donc, le cadre d'effectifs étant ainsi posé, on peut passer une analyse des activités des travailleurs frontaliers. Donc, une analyse qui est basée sur les secteurs d'activité en A10 de la nomenclature d'activité française. Et puis, on voit les différences entre les 4 pays de destination, 4 pays voisins. Alors, le premier constat, ce que l'on peut voir dans la 3e colonne, c'est qu'un frontalier sur 4 travaille dans l'industrie. Plus précisément, c'est 26%, soit 10 points de plus que parmi les actifs qui travaillent en France. Les secteurs du commerce, des transports, de l'hébergement et de la restauration regroupent également un quart des travailleurs frontaliers, suivis des activités spécialisées, scientifiques et techniques, et des activités de services administratifs et de soutien, qui en emploient environ 15%. Ces différentes activités sont surreprésentées chez les travailleurs frontaliers. À l'inverse, ceux-ci travaillent bien moins souvent dans le tertiaire non marchand, 11% contre 34%. Alors, si on analyse plus finement pays par pays, on a de très fortes variations. En première ligne, on voit que le poids de l'industrie est particulièrement fort en Allemagne et en Suisse, avec respectivement 43% et 35%. C'est un différent type de production. Côté allemand, il s'agit notamment de l'industrie automobile. Côté suisse, c'est l'industrie pharmaceutique. En Belgique, 27%, des travailleurs frontaliers travaillent dans le secteur industriel, dont 8% dans l'agroalimentaire. Au Luxembourg, les emplois des frontaliers sont beaucoup moins orientés vers l'industrie. C'est bien connu, la spécificité du Luxembourg réside dans les activités financières et d'assurance. Il concerne 12% des actifs venant du Grand Est, soit un peu plus de 10 000 frontaliers.
Les activités juridiques et comptables, ils sont également surreprésentés par rapport aux autres pays. En Belgique, c'est l'enseignement, la santé humaine et surtout l'action sociale qui se démarquent en employant respectivement 5%, 7% et 14% des frontaliers. Le commerce de détail est aussi un important pourvoyeur d'emploi avec 200%. Alors, en variation, qu'observe-t-on comme évolution par activité et par pays de travail des frontaliers? Alors, cette fois-ci, c'est une évolution sur la dernière décennie, on regarde. S'agissant du Luxembourg, on a une augmentation du nombre de frontaliers, qui concerne tous les secteurs, à un rythme qui s'est même accéléré depuis 2013. Alors, en particulier, c'est le secteur marchand qui gagne 17 000 salariés depuis 2008 et dont les effectifs ont quasiment doublé dans le secteur non marchand, avec des hausses qui sont particulièrement fortes dans l'action sociale et dans l'enseignement. C'est un constat qu'on peut faire d'ailleurs dans tous les pays frontaliers. Le tertiaire non marchand emploie de plus en plus d'actifs résidant dans l'entreprise. Alors enfin, on peut s'intéresser à l'évolution de la zone d'influence, ce qui va nous permettre de glisser vers le deuxième sujet d'étude qui porte, lui, sur les territoires. Alors, une façon de mesurer l'extension, en fait, de la zone d'influence, c'est de regarder les communes qui ont une part de la main-d'œuvre frontalière qui est très importante. Donc, on a retenu ici le seuil de 20%. Donc, on mesure l'évolution de la zone d'influence, autrement dit, en regardant les communes qui ont au moins 20% de frontaliers parmi les actifs occupés résidant dans cette commune. Au niveau global du Grand Est, on constate qu'il y a une extension sur les 20 dernières années, puisqu'on est passé de 436 communes en 99 à 492 en 2018. Pays par pays, c'est au Luxembourg et en Belgique qu'on a les plus fortes extensions, puisque le nombre de communes concernées a doublé dans les deux cas. Donc, pour le Luxembourg, c'était 92 communes, on est passé à 193 20 ans après. Pour la Belgique, c'était 32 communes, on est passé à 63 communes en 2018. Concernant la zone d'influence frontalière de la Suisse, on est sur une quasi-stabilité avec toujours de l'ordre de 110 communes qui ont plus de 20% de frontaliers parmi les actifs occupés résidents. Et puis, pour l'Allemagne, en parallèle de l'évolution du nombre de frontaliers, la zone d'influence a elle aussi baissé puisqu'on est passé de 176 communes à 104 20 ans après. Alors, dans cette deuxième partie qui est relative en fait à la deuxième étude menée en partenariat, on va davantage s'intéresser aux territoires frontaliers et se poser la question de savoir quelle est l'influence frontalière sur le tissu économique des territoires frontaliers. Il y a plusieurs questionnements sous-jacents. C'est comment évolue le tissu économique des territoires frontaliers en regard de l'augmentation de la baisse de population liée à l'arrivée de nouveaux arrivants attirés par le travail frontalier. C'est une analyse qui reposera sur les sphères économiques, présentielles et productives. Un deuxième questionnement consiste à se demander si les tissus économiques des territoires frontaliers sont plus diversifiés ou plus spécialisés en termes d'activité que ceux des autres territoires de la région. Donc, une analyse plus fine qui sera menée en regard de secteurs d'activité en 88 divisions. Et puis, un dernier questionnement sur l'évolution, et donc savoir si ces tissus économiques des territoires frontaliers se diversifient en regard de l'évolution de la main-d'œuvre frontalière et notamment son augmentation pour un certain nombre de territoires. Alors, pour cela, on s'est d'abord appuyé sur les zones d'emploi, qui est une maille très adaptée pour décrire les marchés locaux de l'emploi, puisque c'est une maille où la plupart des individus travaillent et résident. Donc, ce que l'on a étudié, c'est la part de travailleurs frontaliers dans la main-d'œuvre, c'est-à-dire parmi les actifs occupés, donc en classant les 27 zones d'emploi suivant cette part. On constate que 14 zones d'emploi du Grand Est ont un travail frontalier qui dépasse le seuil de 2% de la population active occupée.
avec une forte variation, puisque ce flux, cette part est de quasiment 1 sur 2 pour les deux zones d'emploi de Saint-Louis et Thionville. Et puis la part la plus faible est à Strasbourg avec un petit peu plus de 2%. On a fait le constat que le flux des travailleurs frontaliers depuis ces zones d'emploi est très majoritairement dirigé vers un seul pays limitrophe, à l'exception notable de Colmar, où il se partage entre l'Allemagne et la Suisse, avec à peu près deux tiers des frontaliers qui se dirigent vers l'Allemagne et puis un tiers vers la Suisse. Donc, afin d'analyser l'influence frontalière sur la dynamique et la spécialisation de ces marchés du travail, on a regroupé les zones d'emploi concernées en territoires frontaliers suivant 3 critères: avoir un pays de travail identique, avoir des poids du travail frontalier dans l'offre de travail qui soit significatif, on a choisi le seuil de 10%, et puis avoir des poids qui soient relativement similaires sur les zones d'emploi, les limitrophes que l'on va être amené à regrouper. Donc, ça nous a amené en fait à regrouper ces zones d'emploi en 3 territoires frontaliers. Le premier constitué de la seule zone d'emploi de Saint-Louis tournée vers la Suisse. Le second de la zone d'emploi de Thionville tournée vers le Luxembourg. Dans chacun des deux, près d'un actif occupé sur 2 est un travailleur frontalier. Un troisième territoire frontalier tourné vers l'Allemagne qui regroupe 4 zones d'emploi de Forbach, Haguenau, Sarreguemines et Saint-Avold. Là, la part de travailleurs frontaliers s'échelonne de un peu plus de 10% à un peu plus de 20% et en moyenne 14% de la population active occupée. Et puis, dans les autres zones d'emploi frontalières, donc, où la part est entre 2 et 10%, on n'a pas approfondi plus que ça l'analyse. On constate qu'aucun territoire n'est tourné vers la Belgique. Le nombre de frontaliers étant trop réduit pour une analyse par activité détaillée telle qu'on voulait la mener dans la suite. Alors, la première chose que l'on a étudiée, c'est de mettre en regard en fait la dynamique de population et celle de l'emploi sur ces territoires, avec un constat qui s'impose, c'est que l'emploi est moins dynamique que la population dans les territoires frontaliers. On a en moyenne une hausse de 0,2% par an de la population, alors qu'on a une baisse en regard de 0,2% par an. Alors, pour affiner cette analyse, en fait, on a partagé l'économie, c'est une analyse assez classique, en 2 sphères, présentielle et productive, afin de mieux comprendre les logiques de localisation des activités. Alors, les activités présentielles sont par définition les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et services visant la satisfaction des besoins des résidents ou touristes présents dans la zone. Les activités productives sont déterminées par différence. Une hypothèse un peu schématique, le raisonnement un peu schématique qu'on voulait tester ici, c'est de savoir si plus de population signifie plus de population, de consommation, et donc avec corollaire, plus d'emplois présentiels. Et la réponse n'est pas univoque, cela dépend. À Saint-Louis, on a des croissances comparables de la population et de l'emploi présentiel, respectivement plus 0,9% par an d'augmentation de la population et plus 1% de croissance de l'emploi présentiel. Pour le territoire frontalier tourné vers l'Allemagne, les dynamiques sont également similaires, avec une population qui décline légèrement de 0,1% par an et l'emploi présentiel décline de concert de 0,1% par an. Par contre, la zone d'emploi de Thionville, donc le 3e territoire frontalier d'importance, eh bien, les tendances sont complètement opposées. On a une population qui augmente significativement de 0,5% par an et l'emploi présentiel, qui devrait être tiré par cette croissance de la population via la consommation, eh bien, lui décline au rythme de 0,3% par an, ce qui interroge sur les raisons de ce décrochage. Alors, à ce constat en évolution, répond finalement un constat similaire en volume. Plus précisément, les territoires frontaliers comptent moins d'emplois présentiels par habitant qu'en moyenne régionale. C'est ce qui est représenté ici. On constate que dans les zones d'emploi de Thionville et de Saint-Louis, il y a 1 emploi présentiel pour 6 habitants, alors qu'en moyenne dans la région, c'est 1 pour 4 habitants. Le territoire frontalier tourné vers l'Allemagne
est légèrement mieux doté, avec un emploi pour 5 habitants, mais ça reste un taux qui est déficitaire. Alors, quel élément d'explication on peut apporter? Bien, en premier lieu, c'est le fait qu'il n'y a pas de chef-lieu, de département ou de région implanté sur ces territoires. Donc, un déficit d'emploi présentiel lié à l'administration que l'on constate immédiatement. Mais dans ces grands pôles, on a également une concentration plus forte des emplois liés à l'enseignement, à la santé, et puis également à l'hébergement social et à l'action sociale. Donc, ça explique également une deuxième part du déficit observé. Mais ce qu'on le voit aussi, c'est que les emplois dans le commerce d'État sont également un peu moins nombreux qu'en moyenne dans le Grand Est, et ce qui laisse supposer qu'il y aurait une consommation qui s'effectuerait ailleurs. Alors, ailleurs, ça peut être quoi? Ça peut être à proximité du travail à l'étranger pour les travailleurs frontaliers. Ça peut être aussi une partie de la consommation qui se reporte vers un plus vaste pôle, Metz d'un côté, Mulhouse, Strasbourg, suivant les 3 territoires frontaliers dessinés, avec quelques pistes d'explication que l'on pourrait avancer. Une fiscalité avantageuse sur certains produits, on pense à l'essence, au tabac par exemple, ou des capacités de consommation de chèques restaurants pour des produits alimentaires ou non alimentaires au Luxembourg. C'est d'autres pistes pour expliquer ces reports de consommation et ces déficits importants d'emploi présentiel dans l'ensemble des territoires frontaliers. L'autre question sur laquelle on souhaitait se pencher, c'est la spécialisation économique des territoires frontaliers. Alors, cette spécialisation, on peut l'apprécier. Donc, c'est une spécialisation qui concerne l'ensemble des territoires et elle s'apprécie à l'aide d'indices de spécificité qui, eux, concernent chacun des secteurs d'activité. Alors, plus précisément, un indice de spécificité sectorielle, c'est obtenu en comparant le poids de l'activité dans la structure sectorielle du territoire au poids de cette même activité dans la structure sectorielle de la région Grand Est. Ainsi, un indice inférieur à 1 signifie que le secteur est sous-représenté. S'il est supérieur à 1, respectivement, il est surreprésenté. Dans ce qui nous intéresse dans cette étude, on s'est penché sur les activités qui étaient fortement sous-représentées, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois moins dans la structure, 2 fois moins d'emplois sur le territoire en moyenne dans le Grand Est, ou respectivement les activités qui sont très spécifiques, c'est-à-dire qu'on a un indice de spécificité supérieur à 2. Autrement dit, l'activité est 2 fois plus présente sur le territoire que dans la région. Alors, le premier constat, c'est que Saint-Louis est parmi les territoires frontaliers, celui dont l'économie est la plus spécialisée. En l'occurrence, c'est d'ailleurs la 2e zone d'emploi la plus spécialisée derrière Épernay dans la région. Donc ça se constate en regardant, en additionnant finalement les parts de l'emploi qui sont dans des activités très spécifiques, ce qui concerne un emploi sur 5, et peu spécifiques, qui concerne un peu plus de 5% des emplois. S'agissant des 2 autres territoires frontaliers, donc la zone d'emploi de Thionville et le territoire frontalier tourné vers l'Allemagne, qui sont un peu plus diversifiés, un peu moins spécialisés, avec un emploi sur 10 qui est dans une activité très spécifique ou fortement sous-représentée. Pour rentrer un tout petit peu dans le détail, la forte spécialisation de Saint-Louis, elle tourne autour du transport aérien, l'aéroport de Bâle, la Saint-Louis et Fribourg, et puis l'industrie pharmaceutique, ce qui explique sa spécialisation. À Thionville, l'appareil productif reste très tourné vers l'industrie, en particulier la métallurgie, la production d'électricité, ainsi que la réparation et l'installation de machines. Le commerce de gros, l'entreposage et l'agriculture, ils sont fortement sous-représentés, ce qui contribue également à la spécialisation du territoire. Également, un côté très industriel, côté du territoire frontalier tourné vers l'Allemagne, avec 6 activités qui sont très spécifiques sur ce territoire. Alors ensuite, nous avons cherché pour chaque activité à mettre en regard sa spécificité. C'est ce qu'on voit sur l'axe des abscisses ici, avec la part de frontaliers
dans la main-d'œuvre locale, c'est-à-dire la part de frontaliers de la population active occupée. Donc ici, ce qui est représenté, c'est sur la zone de Saint-Louis. Donc très schématiquement, ce qui sur l'axe des abscisses va être à droite correspond à des fortes spécificités, donc à des activités qui sont mieux représentées sur le territoire que dans la région. Et puis en ordonnée, en haut, on voit les activités pour lesquelles il y a une part élevée de la main-d'œuvre du territoire qui travaille à l'étranger, plutôt que sur le territoire ou sur le territoire français, enfin dans les autres zones d'emploi françaises. Donc en haut à droite, on va avoir une influence frontalière qui est potentiellement un moteur pour le développement de l'activité sur le territoire. Tandis qu'en haut à gauche, on aura plutôt une influence frontalière qui est potentiellement un frein. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir s'agissant de Saint-Louis pour moteur? Eh bien, sans mauvais jeu de mots, il y a les transports aériens, l'industrie pharmaceutique, qui apparaissent des moteurs forts avec une très forte indice de spécificité, respectivement 25 et 15. Il y a aussi la fabrication de produits informatiques, l'industrie pharmaceutique, la chimie, la recherche et développement et la fabrication d'équipements électriques. Comme frein potentiel, la santé, avec un indice de spécificité de 0,5, et puis les transports terrestres et par conduite. Alors, des analyses comparables ont été menées sur les deux autres territoires frontaliers. À Thionville, les moteurs, ou plutôt le moteur potentiel, c'est la métallurgie. On peut y voir le fait que c'est davantage des évolutions parallèles de part et d'autre des frontières autour d'un bassin houiller qui, lui, il les ignore, ces frontières, par les sens communs. Et on voit apparaître deux freins potentiels, le commerce de gros et l'entreposage, avec une forte sous-représentation des deux, puisqu'on a des indices de spécificité de 0,5 et de 0,4. S'agissant du territoire frontalier tourné vers l'Allemagne, deux moteurs potentiels sont identifiés, l'industrie automobile et la fabrication. Alors enfin, quelques questionnements en ouverture qui dépassent le cadre des études réalisées en partenariat et qui concernent plutôt les conditions de vie dans ces territoires frontaliers, au-delà de la seule évolution du tissu économique. Donc, on a regardé rapidement comment étaient les taux de pauvreté et les niveaux de vie de ces territoires. Alors, ce que l'on constate, c'est un niveau de vie des frontaliers sensiblement plus élevé que la population générale, avec un niveau de vie, avec une différence plus marquée dans la zone d'emploi de Saint-Louis, puisque le niveau de vie médian des ménages s'élève à 40 000 €, alors qu'en moyenne, il n'est que de 30 000. Et puis, l'autre élément, c'est plus statique, c'est de voir que le niveau de vie est largement supérieur à la moyenne régionale dans la zone d'emploi de Saint-Louis, mais moins marqué dans les autres territoires frontaliers. En termes d'évolution, qui ne sont pas représentés ici, eh bien, l'augmentation du niveau de vie est dans la moyenne, environ 7% au cours des 5 dernières années. Le taux de pauvreté suivant également la moyenne régionale, sauf à Thionville, où il augmente. Thionville, qui est aussi un territoire plus marqué par la pauvreté que les autres territoires frontaliers, puisqu'on a un taux de pauvreté de 17% qui dépasse même la moyenne régionale, qui est de 15%. Dernier élément, ça a été de mettre en regard les choses et de regarder les inégalités. Donc, cette fois-ci, une analyse qui a été menée à la commune, en regardant quelle est l'évolution d'écart interquartile dans les communes où cet écart est robuste. Donc, les inégalités semblent se creuser dans les communes qui sont représentées en rouge. Donc, ce qui apparaît assez nettement, c'est qu'il peut y avoir un creusement des inégalités dans un certain nombre de communes de la zone d'emploi de Thionville, ainsi que dans quelques communes de Saint-Louis.
Donc 17 communes seraient très concernées, pourraient être concernées de la zone d'emploi, ce qui correspond d'ailleurs aux plus peuplées, Thionville, Mons, Orly, Taillange et Famenne, celle qui dépasse significativement. Ainsi s'achève cette présentation. Je vous remercie, Sylvain. Je vous propose de passer à un premier temps de questions-réponses donc avec les participants. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà préparé des questions? Je souhaite interpeller Sylvain. Alors moi, j'ai bien une question. Allez, je vous passe la parole. Monsieur Chapelle. Oui, tout d'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, j'ai une question par rapport à l'évolution, parce qu'en effet, on vient de parler du temps qui allait jusqu'à 2018. Or, entre 2018 et 2023, il y a beaucoup d'eau qui est passée dans la Marne, la Moselle ou le Rhin. Et par rapport à ça, sans parler de la pandémie, on a eu quand même beaucoup d'évolutions sur les 5 dernières années. Et je regardais, ne serait-ce que par rapport au nombre de salariés frontaliers. Donc moi, je suis spécialisé sur les chiffres au Luxembourg. Quand on regarde les derniers chiffres, ne serait-ce qu'entre 2018 et 2023, rien qu'en termes de travailleurs, on est passé de 440 000 à 515 000. Donc, il y en a 75 000 de plus. Et idem sur les frontaliers, on est passé de 187 000 à 228 000 donc au 1er juin dernier. Ce qui fait plus 42 000. Et ça, c'est juste sur les 5 ans, entre 2018 et 2023. Et donc, il y a vraiment une accélération. Et en plus, avec la pandémie, on voit bien sur les secteurs, il y a eu des secteurs qui ont beaucoup plus embauché et d'autres secteurs qui se sont réduits. Et donc, ma question, elle était, est-ce qu'on a aussi une idée de l'évolution sur ces 5 années? Est-ce que ça poursuit par rapport à ce que l'on vient de voir sur les différentes zones, sur les secteurs qui emploient, ou est-ce que déjà on a des chiffres qui amènent des précisions sur ce qui s'est passé sur les 5 dernières années? Oui, effectivement. Alors, je n'ai peut-être pas été très très clair là-dessus. C'est les limites de la source RP. Donc ici, on n'est pas allé plus loin que de 2019. Et par construction, le recensement de la population est disponible. C'est une photographie, on va dire intermédiaire sur une période de 6 ans. Et donc, c'était le dernier millésime disponible. Donc, on n'a pas les évolutions récentes que l'on pourrait avoir dans des sources administratives, type de l'IGSS, ou des sources fiscales sur lesquelles mon collègue Lionel Vignino avait travaillé également. Donc, peut-être que quelqu'un d'autre serait plus à même de prendre la parole sur ce sujet-là. Moi, il me semble qu'effectivement, d'un point de vue de construction, le RP a tendance à sous-estimer le nombre de travailleurs frontaliers, d'autant plus que les évolutions récentes sont plus importantes que les évolutions passées. Donc, c'est par construction sur période de 6 ans du RP. Et puis, par ailleurs, le champ est légèrement différent, et ce qui explique aussi qu'on dénombre moins de frontaliers dans le recensement de la population. Ce qui nous a conduit à préférer dans cette étude le recensement de la population à des sources administratives, c'était la capacité en fait de traiter de l'ensemble de la région, ce qui est la bonne échelle en fait. Je vois le partenaire qui est au pin du chef pour déployer des politiques publiques au niveau de nos territoires. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Peut-être juste, Sylvain, en complément, donc le recensement de la population de 2019 couvre la période 2017-2021, donc une partie des personnes qui sont représentées dans l'échantillon du recensement ont été interrogées en 2021, donc assez récemment tout de même. Après, effectivement, nous, au titre de l'administration de la région Grand Est, un des points d'intérêt pour nous est de pouvoir regarder ce qui se passe sur l'ensemble de nos frontières, et pas uniquement du côté du Luxembourg ou de la Suisse, et de pouvoir faire des études comparatives. Et pour nous, c'est effectivement en Grand Est, a priori, la seule source qui offre une si grande richesse d'informations pour caractériser un ensemble des aspects de la vie des personnes et qui est homogène sur l'ensemble des frontières. Et donc ça, c'est vraiment pour nous un point fort. Rachid, je vois que tu as levé la main. Oui, merci beaucoup pour cette présentation très très outillée, très instrumentée. C'est juste une demande de précision. On a parlé de la zone d'emploi de Saint-Louis.
Et j'ai eu le sentiment que c'est présenté comme une zone d'emploi sous influence de la Suisse. Mais lorsqu'on regarde les caractéristiques géographiques et les flux, on voit qu'il y a aussi une influence allemande. Beaucoup de travailleurs sont occupés en Allemagne. Alors, j'aimerais avoir quelques éléments peut-être de cadrage, Monsieur Moreau. Je ne sais pas si vous pouvez nous les donner. Je ne les ai pas sous la main, mais je vais peut-être les retrouver rapidement si un collègue peut compléter. Comme je le disais, dans notre classification, on a pris en compte vraiment le fait qu'on était sur des zones d'emploi où le flux était très majoritairement destiné sur un seul territoire. Alors, de mémoire, c'est au-delà de 80% du flux frontalier qui va vers la Suisse, et donc le flux vers l'Allemagne reste minoritaire. Mais je vais rechercher rapidement des données. Oui, Sylvain. Oui. Je peux peut-être intervenir par rapport à cette question. Sur la diapositive 4, que tu peux peut-être remontrer à l'écran, on voit effectivement l'intensité des flux selon que les actifs se dirigent vers la Suisse ou l'Allemagne. Donc, on voit bien que sur la zone d'emploi de Saint-Louis, une très grande majorité des flux qu'on observe le sont vers la Suisse. On en a une partie vers l'Allemagne, mais j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'est minoritaire et c'est la carte, ce qu'elle nous montre. Je sais pas si vous voyez bien le différentiel de couleur et d'intensité entre les flux vers l'Allemagne en vert et rouge vers la Suisse. Oui, très bien. Donc, on a l'essentiel des flux qui sont dans la zone d'emploi de Saint-Louis vers la Suisse. Alors, je vois que Frédéric Marsal de l'IBA-OIE a une question, une remarque. Oui, merci Alexandre. Alors, c'est pas une question, en fait, je voulais intervenir pour essayer de répondre à la première question qui était posée par Monsieur Chapelle. En fait, voilà, nous, à l'OIE, on observe les flux frontaliers en grande région. Et donc, on observe l'intégralité des frontières et les flux, notamment entre la France et l'Allemagne, par exemple, pour donner une idée des évolutions récentes, puisqu'on a des chiffres actuellement jusque 2022. Donc, en fait, les flux continuent de reculer entre la France et l'Allemagne. Et alors, on a eu un recul très important en 2020, donc l'année du Covid, particulièrement marqué entre la France et la Sarre, où on a perdu à peu près 10% de la main-d'œuvre frontalière seulement cette année-là. Et entre 2021 et 2022, on a retrouvé un taux de recul comme ceux d'avant-crise. Mais voilà, la tendance se poursuit vraiment à la diminution des frontaliers français qui se rendent en Sarre, mais aussi en Rhénanie-Palatinat. Et pour ce qui concerne les flux des frontaliers français qui se dirigent vers la Wallonie, alors depuis en gros une quinzaine d'années, le flux varie régulièrement. Ils augmentent un petit peu quelques années, ensuite ça stagne. Là, ces dernières années, on a plutôt une légère augmentation des flux. Je ne vois pas d'autres mains levées. Sylvain, vous avez fait référence à l'étude de votre collègue Lionel Viglino à partir de la source fiscale. Et cette étude était assez intéressante pour montrer notamment les écarts de niveau de vie. Alors, je crois que Monsieur Viglino est présent dans l'Assemblée aussi. Il pourrait en parler peut-être mieux que nous. Moi, j'ai retenu deux informations qui me semblaient clés. C'est que plus on s'approchait du Luxembourg, des communes frontalières avec le Luxembourg, et plus l'écart des revenus déclarés dans les sources fiscales entre frontaliers et non frontaliers, plus cet écart était important. Donc, les niveaux déclarés étaient 2 fois supérieurs pour les frontaliers comparativement aux non frontaliers. Ça, c'était le premier point d'intérêt qui m'interroge beaucoup sur la question d'une fracture sociale et territoriale proche du Luxembourg. Et le deuxième point, c'était qu'il y avait un renouvellement relativement important du nombre des travailleurs frontaliers, excusez-moi, qui était de l'ordre de 20% chaque année. Il y avait dans le flux de travailleurs frontaliers au Luxembourg, il y avait 20% de travailleurs qui étaient des nouveaux travailleurs au Luxembourg, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas déclaré de revenus issus du travail frontalier l'année précédente. Et donc, je trouvais
cette information très intéressante, car c'est vrai que sur la mobilité des travailleurs frontaliers, on imagine souvent que une fois qu'ils sont partis au Luxembourg, ils y restent, et c'est a priori pas ce que l'on observe tout à fait. Alors, je ne sais pas si Lionel, vous voulez apporter une précision, ou si je passe la parole à Laetitia Auré du NISER, qui va nous apporter des informations complémentaires justement sur ces trajectoires professionnelles. Merci Alexandre. Tu as effectivement bien décrit un double phénomène. D'une part, il y a visiblement un stock de frontaliers précaires qui vont travailler au Luxembourg quand ils le peuvent et puis après repartent et reviennent. Alors, pour en avoir la certitude dans la source fiscale, il faudrait obtenir du CNIS l'autorisation de faire des appariements de fichiers sur plus long terme. Pour l'instant, j'ai travaillé dans le cadre des accords obtenus pour mettre au point la base de données de l'INSEE Philosophie, qui, dans sa deuxième version, va avoir un volet individuel. Mes travaux au sujet des frontaliers pour l'aspect de philosophie ont aussi servi à faire une étude, mais j'aurais bien voulu, par exemple, avoir le droit de suivre les individus sur 5 ans et pourquoi pas 10 ans comme ce que j'ai cru comprendre que le Luxembourg vient de faire. Parce que moi, j'ai bien l'impression qu'il y a des frontaliers mal payés, notamment tout ce qui est dans le commerce de détail où effectivement les vendeurs et vendeuses sont mieux payés qu'en France, mais moins bien que la moyenne au Luxembourg. Donc là, il y a effectivement un phénomène de frontaliers précaires à étudier. Alors l'autre aspect des choses, c'est les frontaliers bien payés, notamment le secteur de la finance, les bac+5 dans la finance, qui habitent aux bons endroits. Et aux beaux endroits, c'est quoi? C'est proche de la frontière parce que ça minimise le temps de transport et c'est plutôt vers les axes de communication. Sur les 3 départements 55, 54, 57 où l'emploi frontalier permet de gagner en moyenne 65% en plus que l'emploi local, vers la frontière, c'est pas plus 65%, c'est plus 100%. Quoi. Le phénomène frontalier n'est pas homogène. Alors là, je suis en train de mener la suite de cette étude avec un collègue de l'Université de Lorraine, Grégory Hamès, et j'espère qu'on arrivera à publier quelque chose avant la fin de l'année. Très bien. Voilà, quoi. Bon, mais en tout cas, merci d'avoir souligné cette disparité entre nos frontaliers. Il y a un impact aussi sur les non-frontaliers parce que ça élève le coût du logement. Donc, c'est quelque chose qui est assez multidimensionnel.